Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Donc sujet de la vidéo aujourd'hui, AR15, choisir sa bonne configuration OP épisode 2. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc merci à tous ceux qui me sont fidèles et qui suivent la chaîne depuis un certain bout de temps. Donc merci à vous tous. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître donc ici devant vous pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront et toutes les actualités qui vont se passer donc sur la chaîne. Donc là, je tenais à faire un épisode numéro 2, comme je l'avais dit, je fais plusieurs volets au niveau de la chaîne. Donc sur une configuration quasi parfaite sur un AR15, mais cette fois-ci, on va passer sur du 10.5. Donc là, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a vu sur la précédente vidéo sur le 14.5. Donc vous êtes beaucoup à vous poser des questions à ce niveau-là, vous êtes beaucoup à vous interroger, évidemment, ce qui est tout à fait légitime et normal par rapport aux matériaux qu'il faut utiliser, donc le matériel, pardon, plus tous les achats que l'on peut faire donc à côté, que ce soit sur les accessoires, donc tout ce qui est optique, montage et sangle, poignée, interrupteur déporté, combo laser et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va dire le pack pour pouvoir faire une arme tactique de combat. Donc, c'est le sujet donc de la vidéo aujourd'hui, mais avec une arme spécifique au combat localité. Donc, ce qui signifie évidemment tout ce qui est combat urbain et tir dynamique en zone rurale ou urbaine, ça peut être les deux, donc ça dépend. Donc voilà. Donc là, vous avez donc le Schmeiser S4F qui est en 10.5. Vous avez d'autres modèles, bien évidemment, d'AR15, donc on va pas tous les citer, donc le VCD15 par exemple. Alors attention, il y a certains VCD15 qui ont eu quelques soucis d'après ce que j'ai pu savoir. Donc pour l'instant, je suis en train d'essayer de m'informer sur le sujet, donc ça a l'air un petit peu compliqué pour avoir des informations. Bref, donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, vous avez, comme je prône certaines marques, et non pas parce que j'ai un partenariat, mais j'ai pas de partenariat donc avec eux, donc il n'y a aucune ambiguïté de ma part à ce niveau-là. Je ne cherche pas à vous faire acheter du matériel pour le plaisir ou pour pouvoir avoir une compensation financière derrière, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi, puisque la chaîne ne me rapporte rien du tout. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc là, comme je l'ai dit, donc vous avez, pour moi, le Somnom, le Schmeiser S4F. Vous avez aussi deux marques américaines qui sont excellentes, donc Geissel et Aero Précision. Vous avez d'autres marques qui sont pas trop mal, mais qui sont donc le VCD15, donc Vernet 40, bien évidemment, si on veut rester français, ce qui me paraît pas mal. Et bien d'autres encore. Mais bon, pour l'instant, on va passer par les meilleurs. Donc pour moi, les meilleurs, ce sont ceux-là. Donc je répète, Schmeiser, Aero Précision, Geissel, ANL, bien évidemment, pardon, je les avais oubliés pour les marques allemandes, encore une fois. Et voilà un petit peu le tour global. Bon, j'en passe, hein, bien évidemment, mais moi, je prends les principaux. Donc, là, vous avez devant vous une première configuration. Je vais en faire deux différentes, avec un niveau de prix différent et avec des spécificités différentes. Donc là, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Nous sommes en présence d'une arme parfaite pour du tir dynamique, courte distance et quasiment moyenne distance. Pourquoi? Puisque en fait, elle bénéficie d'un canon semi-match, ce qui est relativement important. J'ai fait des tests assez poussés sur sa précision sur plusieurs distances données. Le résultat est excellent suivant les munitions. Donc 55 grains, 77 grains, ça passe sans aucun problème. Donc munitions standard, autant 55 grains, et munitions lourdes, 77 grains. Petite parenthèse, sur ce genre d'arme, vous avez ce qu'on appelle normalement la norme mid-spec, ce qui n'est pas le cas pour lui, puisqu'en fait, il n'est pas tout à fait mid-spec, notamment pour le tube de crosse et la crosse. Donc vous aurez des difficultés pour pouvoir changer la crosse. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je tiens à le repréciser. Pour ce qui concerne le reste, c'est pareil, vous allez avoir certaines difficultés à changer certaines pièces. De toute façon, il n'y a pas besoin, puisque déjà, il est quasiment clé en main aussitôt vous avez fait son achat. Donc vous n'aurez pas besoin de changer, par exemple, la sûreté qui est déjà, elle, ambidextre et à 45 degrés. Donc ça, c'est déjà l'avantage. Vous avez un levier d'armement ambidextre anti-retour de gaz. Vous avez le garde-main qui, lui, est
M-Lock. Donc, aucun problème. Donc déjà, ça vous donne une bonne base pour faire une configuration parfaite pour du tactile. De toute façon, il est fait pour. Donc déjà, à la base, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous avez 2 organes de visée. Là, il y en a un ici. Celui-ci, je l'ai enlevé pour des raisons qui me sont perso, qui sont fournis avec. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Alors là, on va faire le tour rapide de ce qu'il faut. Exactement. Et sur les points importants pour pouvoir configurer une arme en 10.5. Donc, combat localité, combat urbain, dans une configuration au top niveau, pour de l'opérationnel. J'ai choisi, pour des raisons qui ont été testées en opération, et qui sont toujours dans certaines forces d'élite, aussi bien en France qu'à l'étranger. Le premier point qui est important, c'est la Reos, qui est ici, donc c'est de l'Unity. Ça vaut un certain prix, mais ça a été testé et approuvé par les certaines forces d'élite, donc par des commandos spécifiques, des unités spécifiques, et ça tient parfaitement la route. C'est pour ça que je prône ce montage. La hauteur qui est à respecter, le premier point, c'est 2,26. Pour pouvoir avoir un alignement parfait entre votre prise de visée et la rapidité de visée, et pour avoir une position parfaitement confortable. Donc ça, c'est l'idéal. Donc de préférence, vaut mieux avoir un appui-joue, ce qui n'est pas le cas sur celui-ci malheureusement, puisque je ne peux pas changer la crosse pour l'instant. Il va falloir que je fasse des modifs, j'en ai pas encore eu le temps. Avec un appui-joue, c'est le top niveau. Ensuite, sur une arme en 10.5, je privilégie, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo par rapport à un 14.5, un montage avec une loupe ou magnifère si vous préférez, en X3. Grossissement de 3. Je rappelle, un grossissement de 1 à 100 mètres, donc jusqu'à 300. Donc là, c'est l'idéal pour ce genre d'arme. Normalement, les distances de combat, c'est 300-600. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais la conformité, c'est 300 pour une arme de combat lock. Pourquoi? Puisqu'on est dans des distances entre 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 max, quand on a certains optiques qui vous permettent d'aller jusque-là avec des réticules spécifiques pour compenser la trajectoire de la munition par rapport à la distance. Ça, je vais vous en parler après par rapport à la configuration numéro 2 sur le Schmeisser S4F. Pour ce qui concerne les optiques, avec une Reos comme celle-ci en 2,26, plusieurs choix s'offrent à vous. Alors attention, c'est un budget. On est sur de l'opérationnel pur et dur au niveau optique. Bien évidemment au niveau de l'arme aussi. Nous sommes sur un Neotech XPS2. Vous avez le EXPS3, le EXPS2 et XPS2. Donc désolé, ma langue elle fourche un petit peu. À noter que sur cette optique, qui est un holographique, donc je tiens à le préciser, c'est complètement différent d'un point rouge traditionnel, il va falloir adopter dessus, et ça je vais revenir après parce que je vais retourner l'arme tout à l'heure pour vous montrer 2-3 choses, des accroches QD spécifiques. Nous avons ici aussi un montage Unity par rapport à la loupe EOTech G33. G33 pour un grossissement de 3. C'est la parfaite configuration qui a été étudiée pour de l'EOTech avec Unity. Le résultat, le voilà. Nous avons ici une loupe qui va faire non pas un dégagement latéral, et ça je le préconise pas pour des raisons que je vais vous évoquer après. Nous avons donc un dégagement haut-bas, vous voyez, en 2 secondes. Et encore là, je ne force pas. Hein. Voilà. C'est assez doux, c'est efficace, et en 2 minutes, vous avez votre prise de visée, donc moyenne distance, courte distance, point à la ligne. Voilà l'intérêt d'un combo loupe, magnifère, point rouge ou viseur holographique, puisque vous allez gagner un temps considérable avec ce genre de montage. C'est fait pour, de toute façon. Alors, pour ce qui concerne les montages basculants, il est à proscrire un montage basculant sur le côté, à droite donc ou à gauche, pour des raisons évidentes. Ça risque de vous gêner sur la sortie d'un véhicule au niveau du montant de la porte, par exemple. Ça risque de vous gêner pour une barricade, pour un mur, etc., pour pouvoir évoluer correctement. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir prendre en compte que vous avez une pièce
qui va déborder sur le côté droit ou sur le côté gauche. Ça peut être gênant et même parfois, ça peut être gênant aussi pour une chose, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, du barbelé, des branches, etc. Ça va se foutre dedans et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà pourquoi je ne le préconise pas. Là, on parle vraiment de situation sur le terrain. Donc c'est quand même relativement important. Vous voyez, chaque critère a une importance capitale si on veut quelque chose de vraiment opérationnel. Donc là, le problème ne se pose pas. C'est réglé. À savoir que ce montage existe en plusieurs configurations. Je m'explique. Vous avez ici devant vous une loupe qui est excellente aussi, c'est la Micro X3 de chez Vortex, qui est parfaitement adaptable sur le montage Unity. Et ça, je vais revenir après, parce que ça fera partie de la deuxième configuration. Ensuite, vous avez le même genre de montage avec des colliers. Donc pour mettre une loupe, par exemple une Premier Eye Arms ou autre, notamment une Falk, qui est une excellente loupe aussi. Donc ça, j'en avais parlé au niveau de l'optique. C'est l'optique qui est livrée avec le Schmeisser S4F d'origine. Donc attention, ça c'est à prendre en compte, c'est un très bon optique aussi. Ça, c'est les deux principaux accessoires, enfin les 4 plutôt, puisque vous avez les montages qui sont avec, à avoir, plus montage culé. Je vais revenir après quand je vais le retourner. Ensuite, une poignée, simple, à ce niveau-là. Le niveau idéal. Une poignée courte, à éviter qu'elle soit cassée à 45 degrés pour une raison. C'est que ici, vous allez avoir un angle qui risque, même s'il est arrondi, de vous gêner ou de vous blesser, et j'en passe, et j'en passe. Donc là, par contre, ce qu'il y a de bien sur une poignée comme ça, moi je préconise ça, puisqu'en fait, vous avez une trappe à l'intérieur, vous pouvez mettre des piles, par exemple, ou des clés. Très important. À mettre dans un sachet hermétique. Pour éviter, déjà que ça fasse du bruit, déjà d'une, et deux, pour éviter toute incidence due à l'humidité si vous passez dans des zones humides, rivières, etc. Ensuite, nous avons tout ce qui est rail Picatinny. Donc, sur une arme comme ça, donc encore plus important que sur un 10-5, le poids. On va privilégier, comme vous le voyez donc ici, des rails avec un certain nombre de slots qui vous sera disponible. Ne mettez pas des rails où vous allez avoir toute la longueur. Ça ne sert strictement à rien. Je sais que je me répète, je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est relativement important. Puisqu'en fait, ça va vous faire perdre du poids. Je sais que, même si on gagne quelques grammes, mais ça joue quand même, croyez-moi. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les freins de bouche. J'en avais parlé. Donc, frein de bouche, flash hider. Là, vous avez devant vous celui qui est d'origine, qui est là. Je vais vous montrer. Qui est un flash hider pur et dur. Donc, ils sont tous à peu près de la même forme. Donc, c'est ce qu'on appelle des pétales tulipes, ils appellent ça comme ça. Enfin bon, moi j'appelle ça de l'éclipse. Normalement, le nom de base, c'est de l'éclipse. Ça, c'est ce qu'on appelle un flash hider. Donc, autrement dit, ça va réduire l'effet flamme du départ de coup pour être le moins visible possible et être non détecté. Ça, c'est fait pour. C'est celui d'origine. Je l'ai fait enlever. Pourquoi? Pour une raison simple et évidente. J'ai choisi plutôt la stabilité qui va me faire gagner en rapidité. Et j'en ai fait les frais il y a pas longtemps, puisque en fait je l'ai testé et ça change la donne complètement. Avec le frein de bouche, là on est bien en présence d'un frein de bouche. C'est le Norek de chez Schmeisser, donc qui a été étudié pour l'arme. Il est excellent. On a l'impression d'être sur du 22 long rive. Donc déjà du 223 Remington à la base. Le recul, il n'est pas violent. Mais alors là, c'est du beurre. Sincèrement, c'est du beurre. Le relèvement de l'arme, il est minime. La latéralité au niveau du part du coup, elle est minime. Vous avez une prise de visée encore plus rapide. Et c'est vraiment excellent. Ça a vraiment été étudié à 200%. Dans une configuration comme celle-ci, que vous voyez devant vous, c'est du top niveau. Mais par contre, évidemment, comme on m'a déjà posé la question, il y a un budget derrière. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on va passer à la deuxième configuration. Mais avant de passer à la deuxième configuration, je vais vous expliquer 2-3 petites choses importantes sur la sangle, les accroches au niveau de la sangle, et ce que je vous ai expliqué pour les accroches culées. C'est parti. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc là, l'arme est retournée dans l'autre sens pour une bonne raison. C'est que je vais vous expliquer. Vous avez ici une accroche culée spécifique de combat
qui a été étudié spécifiquement pour l'EOTech XPS2. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc nous sommes en présence de cette partie-là, qui est excellente. Donc, ça a été étudié pour, c'est de l'acier donc massif, c'est spécifique pour l'EOTech XPS2. Pour ce qui concerne les EOTech, alors attention à une chose très importante. Je reviens là-dessus, j'en avais parlé tout au début de la chaîne. Vérifiez cette partie-là, donc le code QR, relativement important. Et il faut qu'il y ait impérativement le numéro de série. Explication, si il se passe quoi que ce soit avec votre EOTech, vous n'avez pas le numéro de série, ce n'est pas pris en garantie. Donc attention à EOTech, j'en avais parlé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Évitez les séries 500, 512, 565, etc. Il y a eu des gros soucis avec ces modèles. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai fait des tests, je l'ai prouvé puisque je l'ai démonté par A plus B. Je vous renvoie sur les anciennes vidéos qui concernent les EOTech, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour ce qui concerne l'XPS 2, donc a priori pour l'instant j'ai pas trop de soucis, donc j'en ai pas du tout d'ailleurs pour l'instant et heureusement. Donc attention, série 500 en croix. Donc vaut mieux un XPS 2 ou EXPS 2 ou EXPS 3. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne le montage donc à accroche culée. Pareil, quand vous le remettez en place, vous voyez ici, il y a du jeu. On le met sur l'avant. Toujours, on le pousse sur l'avant et on raccroche. Terminé, fin de l'histoire. Avantage avec la loupe, pour ce qui concerne le montage Unity, vous avez directement un accroche QD avec un verrou de sûreté qui est ici. Donc c'est encore mieux. Et là, franchement, c'est ce qu'il y a de top. Regardez-moi ça, ça s'enlève tout seul. Et vous avez donc ici, là, le petit verrou qui va justement sécuriser la fermeture de façon à ce que ça ne se décroche pas en cas de choc et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est l'idéal. Ça se remet tout seul. Et voilà. Pour ce qui concerne les montages, notamment pour l'Unity Lareos, couple de serrage, 4 Nm. 5 à éviter, 4 Nm. Ça, c'est relativement important. Si ils le disent, si c'est préconisé, c'est pas pour rien. Il y a des tests qui ont été effectués. C'est pas pour faire joli et tout ce qui s'ensuit. Là, on rentre vraiment dans le détail sur le montage et la config. Donc, les clés, etc. Non. Tournevis dynamométrique. Si vous voulez vraiment du top, que tout soit respecté à 200%, il faut un tournevis dynamométrique. Relativement important, ça. Pour ce qui concerne la sangle. Là, je suis dans une configuration, au niveau de la sangle parfaite, au niveau des accroches. Voilà exactement comment une sangle s'installe sur un AR15 en situation dynamique, tactique, opérationnelle. Sur l'arrière, au niveau de la poignée, donc juste au-dessus de la poignée, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il existe des kits spécifiques, mais il faut démonter le tube tampon et remplacer la plaque qui se trouve derrière. Donc ça, attention, c'est relativement délicat à faire, hein, puisqu'en fait, il va falloir une clé spécifique et pas mal de choses. Donc vous pouvez le faire par votre armurier éventuellement. Ensuite, ici, le plus près possible du puits de chargeur. J'ai bien dit le plus près possible du puits de chargeur. Avec un montage qui passe. Donc là, je vais essayer de l'enlever avec les accroches. Comme vous voyez, rapides, qui sont ici. Il faut que ce soit comme ça. Incliné à 45, il faut que ce soit monté sur le dessus. C'est l'idéal. Vous voyez, ça va tout seul à remettre en 2-2. Pour ce qui concerne les sangles, donc je vous renvoie sur les vidéos au niveau des sangles pour les AR15. 2 modèles, peut-être même 3. La Viking, je crois qu'elle est pas trop mal non plus. Pour l'instant, on va dire 2 modèles pour ce qui me concerne. Donc la Viking, bien évidemment, si vous l'avez, ça fera l'affaire parfaitement, parce que c'est une sangle parfaitement opérationnelle aussi. T-Rex, je suis l'un des rares à en posséder une, puisque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus les avoir, puisque les États-Unis, ils ont fait stand-by, donc terminé. On peut plus, ça c'est une origine, bien évidemment. Elle m'a coûté relativement cher puisque je l'ai fait importer. C'est le top niveau.
Vous avez bien évidemment aussi la Ferroconcept, dont je parle assez régulièrement, le matériel Ferroconcept pour les accessoires tactiques, gilets porte-plaques, sangles, porte-chargeurs et tout ce qui s'ensuit sont les meilleurs. N'oubliez pas que ça équipe le 8e RPIMA dans certaines unités, donc c'est pas pour rien non plus. Donc, supposons que ce soit une Ferroconcept, voilà l'emplacement idéal. Je vous renvoie sur la vidéo au niveau des sangles Ferroconcept. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez la mettre en configuration comme ça ou une autre configuration. Je vous renvoie sur la vidéo, encore une fois, à ce sujet. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu, j'ai fait un tuto. Ensuite, nous avons, comme je le disais, ici, un déclencheur de culasse qui se trouve donc derrière, plus ici, un bouton pour pouvoir éjecter donc le chargeur rapidement surdimensionné. C'est relativement important quand on a des gants, ou qu'on a de l'huile ou de la graisse sur les mains ou du sang ou quoi que ce soit. Donc, ça a été étudié pour. Sur cette arme-là, ou une autre, si elle est bien mi-spec, vous pouvez adapter une autre platine pour changer complètement le système de détente. Là, nous sommes sur une détente droite, spécifique au combat et pour du tir dynamique, avec aucun reset, donc il n'y a rien du tout, et vous pouvez faire un réglage. Donc ça, c'est relativement important, et là, vous avez une configuration totale à 200%, donc pour pouvoir faire du tir dynamique. La poignée, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je vous renvoie sur la rubrique communauté, j'ai mis un lien spécifique où on peut encore en avoir. Attention, ça pique au niveau des frais de port, mais franchement, il y a que là qu'on peut en avoir. J'ai cherché un petit peu près partout, et pour les importer, c'est compliqué. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui ont testé mes poignées, notamment je m'en réfère à mon modérateur au niveau de la chaîne, qui l'a testé par lui-même, il a relativement été surpris de la prise en main. Donc c'est une excellente prise en main. Vous avez ici, donc sur l'arrière et sur l'avant, deux plaques qui sont amovibles dans le sens où c'est livré avec des plaques différentes par rapport à la morphologie de votre paume, de votre main donc, et c'est excellent. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la configuration numéro 2. Nous voici en présence, les amis, de la configuration numéro 2 que vous pouvez faire. Là, nous sommes en présence d'un combo Vortex avec la loupe X3 Micro de chez Vortex, qui est une excellente loupe. Et nous avons donc un Holosom, donc la référence, j'en avais parlé pendant un moment sur la chaîne, c'est le HS503G, qui est un excellent optique, avec un réticule que je vais vous mettre donc ici sur la vidéo, que vous allez pouvoir vite comprendre, qui est adaptable sur du 5.56 223 Remington et 7.62 autant. Plus, tenez-vous bien, donc 308, 7.62 par 54, 300 Blackout, 7.62 par 39, et ça peut aller aussi sur du 9 mm et du 22 long rifle et du calibre, tenez-vous bien, 12 Magnum. Donc je vous refais un petit peu le ratio de tous les calibres qui sont compatibles donc avec cette optique. 5.56 autant, 308, 7.62 par 54, 5.45 par 39, 300 BLK, 7.62 par 39, 12 Magnum, 9 mm et 22 long rifle. Donc vous voyez bien que ce réticule a été fait spécialement pour le CQB, donc c'est excellent. Il a été fait pour des calibres donc de combat, donc vous avez la totale. Alors attention pour les Holosom. Il y a eu certains modèles, ça m'a été rapporté par quelqu'un qui est en OP, avec des lentilles sur l'avant, notamment donc ici, qui se sont décrochées. Donc il s'agit certainement d'un défaut de fabrication par rapport aux séries. Donc ça, je vous parle de ça il y a un petit bout de temps. Donc pour l'instant, apparemment le problème aurait été résolu, d'après ce que j'ai pu savoir. Donc je parle pas de ce modèle-là, celui-ci, il y a aucun souci. Donc il y a certains modèles de chez Holosom, donc à vérifier, où il y a eu des soucis. Donc si vous en achetez un d'occasion, méfiez-vous, faites attention au modèle que vous allez acheter. Vous avez aussi une chose très importante, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos sur les AR-15. Ici, donc le volet de fermeture de la fenêtre d'éjection, c'est du Strike Industrie. Je vais vous mettre dans la rubrique communauté et ainsi que sous la vidéo le lien pour pouvoir les acquérir. Donc j'essaye d'avoir un partenariat avec eux, mais ça a l'air d'être compliqué. Donc pourquoi? Puisqu'en fait c'est du polymère. Ensuite vous avez ici des stries d'appréhension de façon à ce que votre doigt ne glisse pas s'il y a de l'huile, du sang
et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment fait pour ça. Et une chose très importante, notamment pour mon modèle par exemple, ou d'autres qui ont le même modèle que moi, ou qui ont des peintures spécifiques perso à la Cerakote ou la Duracote, la partie métallique normalement de base qui concerne le volet de fenêtre d'éjection est en métal. Donc automatiquement, quand vous allez le faire donc ça la fermeture, donc ça va être compliqué dans le sens où voilà, ça va être compliqué puisqu'en fait ça va taper. Donc déjà ça fait un certain bruit. Là on a beaucoup moins de bruit. Et tenez-vous bien, il y a une petite chose à laquelle j'aurais dû faire attention pour ce qui concerne le volet, c'est que ici, il est possible d'installer des caoutchoucs spécifiques qui sont collés. Alors, est-ce que ça va tenir longtemps? Je l'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça tiendra pas. Mais à mon avis, avec un petit point de colle bien comme il faut, c'est-à-dire que en fait, si vous en mettez donc, ça va taper donc ici. Si vous en mettez tout le long là, tout le long ici, non seulement vous allez avoir déjà une appréhension encore meilleure, mais en plus, bah, il y aura plus de bruit quoi. Voilà, déjà, il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors attention, c'est réglable. Ici, avec une vis à l'intérieur. Donc il faut régler la petite bille de façon à ce que ça ne force pas trop. Donc ça, c'est relativement important. Donc là, comme je le disais, vous avez une autre configuration qui est beaucoup plus légère, puisqu'en fait l'EOTech est quand même relativement lourd. La loupe Magnifer de chez Jet33 est quand même relativement lourd aussi, tandis que là, on gagne légèrement en poids et on gagne en compacticité, si je peux dire ça comme ça. C'est compact, c'est beaucoup plus compact, moins encombrant, plus léger et tout aussi efficace. Donc je vous remets le réticule pour ce qui concerne l'optique. Sincèrement, c'est du top niveau. Ensuite, pour ce qui concerne le combo laser, vous avez celui-ci, donc le Cymark. Sincèrement, je ne le préconise pas vraiment pour deux raisons. Enfin, une surtout, c'est qu'il est relativement lourd. Donc moi, ça me gêne un petit peu. Par contre, l'avantage que vous avez avec, comme je l'ai déjà dit, il est préférable de privilégier des combos laser ou des lampes ou tout ce que vous voulez avec des batteries amovibles que vous pouvez changer plutôt que d'avoir ce genre de combos ici qui sont excellents, je dis pas le contraire, mais qui ont des batteries intégrées comme sur les smartphones par exemple, et j'appelle ça du consommable. Le gros avantage que vous avez avec ça, et d'ailleurs je vais être obligé d'y passer parce que personnellement au niveau du poids ça me plaît moyennement, je vais certainement en racheter un autre, je vais prendre un bleu. Je vous expliquerai pourquoi. J'avais déjà fait une vidéo sur les lasers. Je vous renvoie sur la vidéo en même temps sur les lasers par rapport aux couleurs et j'avais donné pas mal de conseils à ce niveau-là. Je vais le changer pour avoir un gain de poids déjà et un gain de place aussi. Donc vous voyez déjà la différence. Ça c'est celui qui vient sur mon EANL CR223, il est réglé pour. Donc je vais en acheter un autre certainement d'ici quelques temps et je vais le changer. À contre-cœur puisque en fait, à contre-cœur oui et non puisque je vais gagner en poids, je vais gagner aussi en encombrement, mais par contre, ce qui me gêne, c'est que évidemment, je vais avoir une batterie interne et moi, ça me plaît moyennement. Surtout quand ça reste en contact et j'aime pas ça du tout. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous changez un combo laser, par exemple, ou si vous allez acheter un combo laser, vérifiez surtout et impérativement une chose, c'est qu'il soit adaptable ou qu'il soit livré avec, ou que ce soit en option supplémentairement parlant, un interrupteur déporté. C'est très important. Attention à la qualité de l'interrupteur déporté, surtout au niveau de la connectique. Donc là, nous avons une connectique spécifique de chez Olight. Donc c'est pas, ça se met pas sur n'importe quoi. Donc il faut des connectiques spécifiques pour certains modèles. Ou vous avez des modèles qui sont standards au niveau des connectiques. Donc c'est mieux. Bon après il y a des adaptateurs. Bon après on rentre dans d'autres critères plus pointus. Pour ce qui concerne les freins de bouche, je reviens là-dessus. Au niveau de la bague de serrage, vous avez donc ici une bague de chez Schmeiser, que je garde bien évidemment, qui est quasi indestructible. C'est-à-dire que c'est une bague qui ne va pas s'écraser, celle-ci. C'est une bague en acier, spécifique, avec un écartement spécifique, de façon à ce que vous puissiez serrer jusqu'à environ 16 Nm. Je rappelle, pour information, les freins de bouche, les flash shaders et tout ce qui va avec, il y a un couple de serrage à respecter qui est très important. C'est en général entre 16 et 18 suivant le fabricant du canon ou l'arme. C'est à vérifier et à se renseigner auprès de la firme de votre AR-15. Donc ça, c'est relativement important. Je tiens vraiment à le signaler parce que j'ai vu des trucs, voilà.
Ensuite, pour ce qui concerne l'Holosom, donc le modèle que je vous ai présenté, donc c'est le Red Dot Sight, donc Holosom HS503G, donc présent devant vous ici sur la vidéo, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un montage Unity, puisqu'il est livré avec une Reos en 2.26 de chez Holosom. Très important. Pour ce qui concerne certaines Reos, il faut que ce soit des empreintes H1 en priorité. Ce sont les meilleures. Donc pour ce qu'on appelle des empreintes Aimpoint H1. C'est l'idéal. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quel, enfin pas n'importe lesquels, mais il y a beaucoup de points rouges qui sont standards et compatibles avec les montages H1, suivant les marques. Donc ça, c'est relativement important. Ça veut dire que sur un montage comme celui-ci, vous pouvez mettre, par exemple, un Bushnell, un Burris ou autre, avec un montage H1 de chez Aimpoint. Donc l'empreinte, en fait, c'est ça. L'empreinte H1 de chez Aimpoint. Donc relativement important. Vérifiez bien quand vous achetez des montages et des Reos, enfin surtout des Reos plutôt, que ce soit compatible Aimpoint H1 au niveau de l'empreinte. Très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez une configuration qui va vous revenir beaucoup moins cher que sur celle-ci, donc, qui est le Somnom sur le plan opérationnel. Donc, on est sur de l'EOTech, de l'Unity. Vous n'allez pas acheter, donc, le montage, puisque donc, il est ici présent devant vous. Vous n'en aurez pas besoin au niveau du montage Unity. Pas besoin de l'acheter. Premier point. Deuxième point, la loupe de chez Vortex est compatible, comme je vous le disais, avec, donc vous voyez les empreintes qui sont ici, avec le montage au bas de chez Unity, ici présent devant vous. Je vous rappelle, ce ne sont pas des copies, ce sont bien des originaux. Il faut faire relativement attention à ça, c'est super important. Pour information, les montages Unity sont livrés dans des boîtes blanches, avec le logo Unity, avec un numéro de série et avec un code barre spécifique qui vous renvoie sur le site direct d'Unity, où vous allez pouvoir télécharger la notice en américain. Si vous n'avez pas tout ça quand vous achetez votre Reos ou votre montage Unity, c'est en croix. Laissez tomber, c'est de la copie. J'ai réussi à en avoir une fois. Donc j'ai fait un scandale, enfin j'ai fait exprès d'ailleurs, j'ai fait un scandale puisque j'ai fait la vérification entre le modèle original et la copie. Il n'y a pas photo, ça se voit tout de suite. Déjà rien qu'au poids, ça se sent. Par rapport à tout ce qui concerne la peinture, c'est pareil. Donc c'est pas une peinture en céracote, c'est de la peinture faite à la bombe, c'est pourri, c'est dégueulasse. Et vous n'avez pas bien évidemment, comme je vous l'ai dit, donc le petit logo, donc Unity livré dans la boîte. Vous n'avez pas l'autocollant, il n'y a pas de boîte avec, c'est livré dans des sachets comme ça. C'est à proscrire. Attention à une chose pour ce qui concerne le montage Unity. Donc je vais arrêter avec le montage, mais par contre je vous préviens d'un truc. Sur certains sites, donc je ne citerai pas le nom, il y en a qui s'amusent à vendre des montages Unity en les faisant passer pour des vrais, en vous disant que les boîtes, ils les ont simplement jetées pour gagner de la place sur leur établi ou sur leur truc de présentoir. C'est de la mythomanie, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux, ce sont des copies. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à les avoir. C'est faux, s'il n'y a pas la boîte, vous n'achetez pas. En plus, les boîtes, dernière information, sont scellées par un autocollant blanc. Il y en a 3 même d'ailleurs, un à droite, un à gauche et un devant. C'est scellé par 3 autocollants. Ça peut être scellé aussi par un autocollant avec le code barre qui est dessus. Relativement important. Vous pouvez avoir du montage Unity chez notre partenaire donc de la chaîne, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur tout ce qui est Real Alvid, donc souvenez-vous, ils ont du montage Unity, donc vous pouvez toujours leur envoyer un mail et ils vous répondront avec plaisir pour pouvoir avoir du montage d'origine, donc relativement important. Attention au prix, ça pique un petit peu le montage Unity, mais au moins c'est du top de chez top. Ce qu'il y a de bien aussi sur le montage, notamment par exemple sur les EOTech, donc notamment aussi sur le Holosom que je vous ai présenté, c'est que vous avez des piles qui sont interchangeables. Donc ça, c'est comme ce que je disais par rapport au combo lampe laser. Vous n'avez pas de piles intégrées et c'est très bien comme ça, c'est nickel. Ensuite, vous avez aussi, donc ils ont pensé à quelque chose de très bien sur le plan tactique. Vous avez les bouchons ici qui vont faire office de tournevis de réglage pour vos clics. Donc ça, c'est le top du top, vous voyez? Voilà, ça fait comme un petit tournevis
Donc, il suffit de les mettre comme ça. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à tourner. Donc, ça nécessite aucun outil. Bon, attention de ne pas les perdre. Hein. Et dedans, vous avez des petits repérages. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans une vidéo par rapport aux optiques. L'avantage que vous avez aussi avec cette optique-là, c'est que à un certain moment donné, il va se couper tout seul, tant qu'il n'y a pas de mouvement. Donc ça évitera d'user la pile. Ça, c'est relativement bien. Chose très importante, sur la loupe, elle est super nette. Elle est vraiment super nette. Donc c'est vraiment agréable à l'œil et je trouve que c'est cristallin. Petit inconvénient et petit défaut, j'en ai déjà parlé, c'est que vous n'avez pas, comme sur la EOTech, donc la G33, ici de gainage en caoutchouc pour l'appréhension, donc ça glisse un petit peu, c'est un petit peu ce qui me gêne. Donc ça, c'est vraiment dommage. J'espère que ils vont pallier au problème sur les prochains modèles et qu'ils vont pouvoir nous faire le même genre de loupe avec des gainages en caoutchouc, ce serait l'idéal. Ensuite, attention au garde-main. Sur ce modèle, vous avez un garde-main qui va s'enclicter avec une empreinte ici, de façon à ce qu'il n'y ait aucun jeu. Ça, c'est relativement important. Combien j'ai vu de garde-main qui étaient mal montés sur des ER15. Donc résultat, irrégularité au niveau du tir, ça touche, c'est pas bon, donc il y a plein de défauts. N'achetez pas des garde-mains qui sont standards, soi-disant, puisqu'en fait, il n'ira pas forcément sur votre modèle. Gardez le garde-main d'origine. Donc là, c'est livré comme ça, gardez-le comme ça. Ça a été étudié pour. Ça, c'est un autre de mes conseils. Voilà pour la configuration d'un AR-15, donc en 10.5 pour du combat localité et du combat urbain. Comme je le disais, là, vous avez une configuration parfaite, enfin deux configurations parfaites. La première, qui, elle, est sur du haut niveau, d'accord, qui est sur de l'opérationnel à 2000%, qui a fait ses preuves, ça a été étudié, c'est toujours employé, et ce sera toujours employé pendant pas mal de temps. Mais ça a un coût. Maintenant, vous avez une configuration numéro 2. Je vais faire d'autres tests avec, parce que j'en ai fait quelques-uns. Pour l'instant, c'est amplement suffisant et c'est parfaitement concluant. Par rapport au prix, nous sommes sur du matériel de qualité, donc le rapport qualité-prix, il est excellent. Je vous renverrai aussi dans la rubrique communauté et ainsi que sur le dessous de la vidéo des liens avec un armurier avec qui je suis partenaire aussi, qui fait de l'Holosom, notamment aussi du Vortex. Donc ça peut vous intéresser. Évidemment, ça vous intéressera. Moi, je préconise un AR-15 qui vaut un certain prix par rapport à sa qualité et de monter ce genre de configuration. Si les moyens vous sont limités. Enfin, limités, je me suis compris. Déjà, vous allez être au summum. Chose importante, la loupe de chez Vortex, elle est parfaitement compatible avec l'optique Falk qui est livrée avec l'arme, c'est-à-dire avec le Schmeiser S4F. C'est le top du top. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez le S4F Schmeiser, donc ça c'est la petite astuce, vous avez déjà l'optique qui est livrée avec, vous n'avez plus qu'à acheter le magnifère. Déjà vous gagnez de l'argent et du temps. Le top du top. En sachant que le Falk est utilisé par certaines forces spéciales allemandes. Donc c'est pas n'importe quoi, et c'est de très haute qualité. Je l'ai testé, c'est le top du top pour un point rouge. On est sur la même qualité qu'un aimpoint, pour faire simple, pour vous donner un ordre d'idée. Pour ce qui concerne les hausses et les guidons, rabattables, privilégiez des déploiements rapides avec le petit bouton sur le côté, MagPul. C'est ce qu'il y a de mieux. Le moindre détail pour une arme tactique de combat compte. Le moindre détail. Je n'arrête pas de le signaler et de le dire. Il y en a beaucoup qui font des erreurs par manque de budget, par inexpérience aussi, et par manque de conseils surtout. Pour ce qui concerne les sangles, donc là je passe du coq à l'âne, privilégiez des crochets, donc évidemment à des graffages rapides, mais triangulaires, comme ceci. Vous voyez? Comme cela. Pour la simple et bonne raison, c'est que la sangle, elle va pas trop frotter déjà d'une, donc vous allez avoir une usure moindre, et elle va pas partir complètement comme ça par rapport à un montage complètement rond où ça va partir complètement dans l'autre sens. Là, c'est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été fait pour d'ailleurs, hein. C'est pas pour rien que c'est en triangulaire. C'est ce que moi je choisis, que je préconise. Surtout pour du combat lock.
Ensuite, autre chose. Ici, le piston, ce qu'on appelle un piston. Ça, c'est pour renvoyer la culasse en cas de problème, en cas de défaut d'alimentation, de la munition, ou tout autre problème avec la culasse. Ce n'est pas une pièce faite pour décrasser la culasse, ça n'a rien à voir. Vous avez certains pistons qui sont tactiques. C'est Strack Industries aussi qui fait ça. Je mettrai aussi les liens là-dessus. Vous pouvez le changer, donc ça pose aucun problème. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans quelques temps. Je vais le changer, je vais en mettre un avec soit la prise ici qui est beaucoup plus imposante. Alors, c'est bien et pas bien dans le sens où, eh ben évidemment avec des gants, bah voilà, vous l'avez tout de suite. Par contre, ça va me faire encore une pièce qui va légèrement déborder, donc ça risque de me gêner. Donc je vais voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres modèles. S'il y a d'autres modèles, je vous en ferai part bien évidemment. Mais je crois qu'il y en a un en étoile, c'est beaucoup mieux. Donc pièce importante, le piston qui se trouve ici. Une fois que tout ça c'est terminé, bah c'est fini. Vous avez ce qu'il y a de mieux sur le plan opérationnel et là, vous n'aurez aucune difficulté et aucun problème. Les amis, je ferai d'autres vidéos sur certains points importants par rapport à l'entraînement avec ce genre d'arme. J'en dis pas plus parce que sinon, voilà, je risque de me faire peut-être piquer les vidéos. Donc ça, voilà, vous connaissez le monde de YouTube pour certains. Je ne dévoile pas ce que je fais pour des raisons évidentes que vous aurez comprises. Les amis, je tenais vraiment à faire cette vidéo sur le combat lock, puisque pour moi, c'est l'une des raisons les plus importantes à l'heure d'aujourd'hui sur laquelle il va falloir faire attention, il va falloir vraiment être vigilant dans son achat, puisque en fait c'est primordial d'avoir une arme tactique, courte, maniable, légère, pas trop non plus, parfaitement équipée, pas trop non plus, comme je vous l'ai dit, hein. Je vois pas les forces spéciales, d'ailleurs les forces spéciales, je peux vous garantir que ça marche pas comme ça, ils ont le minimum basique sur leurs armes, et c'est tout à fait logique. Et normal, c'est comme ça qu'on est formé. Plus vous avez de matériel dessus, plus vous risquez de panne. Et plus vous risquez d'être encombré. Et plus vous risquez d'avoir de poids. Évidemment. Ensuite, pour ce qui concerne encore une fois les lasers, je privilégie le vert pour du combat lock. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous renvoie sur la vidéo sur les lasers à ce niveau-là. Il y a aussi le bleu que je vais tester pour d'autres raisons. Et le violet. Je vous en ferai part dans d'autres vidéos à ce niveau-là. Attention aussi à une chose, la couleur de l'arme. Le noir, c'est très joli. Sauf que c'est ce qui se voit le mieux, contrairement à certaines idées préconçues. Ça, je vous l'expliquerai aussi dans d'autres vidéos. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là aussi, par rapport, parce que c'est joli, mais pour d'autres raisons. Donc, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que vous êtes nombreux à être férus sur les configurations des AR-15. Il y en a d'autres qui sont prévues, donc restez bien sur la chaîne, suivez la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao les amis.